Bienvenue dans H comme handicapé, le podcast qui donne la parole aux personnes handicapées parce qu'on ne les entend pas assez. Aujourd'hui, je suis avec Manon et on est là pour parler des animaux et plus précisément de chiens d'assistance, parce que Manon a un chien d'assistance depuis 2018. Du coup, elle va nous parler de son quotidien un petit peu avec ça et moi, je serai là aussi pour parler de mon chat et de comment elle m'aide au quotidien. C'est tout un programme très mignon qui nous attend. Du coup, Manon, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Bonjour, donc moi c'est Manon. J'ai fait une licence de biologie, je suis maintenant étudiante en master. J'ai un handicap moteur de naissance, donc je suis née prématurée, ce qui a créé des lésions cérébrales. Du coup, j'ai une paralysie cérébrale et au quotidien, ça se voit par je peux pas beaucoup marcher, je peux faire que quelques pas, donc je me déplace en fauteuil roulant électrique. J'ai du mal à tenir assise, sans support. J'ai aussi un manque de force et de coordination au niveau des bras. Donc j'ai des difficultés sur certains gestes de la vie quotidienne comme soulever des objets trop lourds, cuisiner, etc. Et comme c'est un handicap qui concerne, qui touche le cerveau, ça impacte aussi la vision et donc par exemple les capacités d'orientation de l'espace. Et donc j'ai fait une demande de chien d'assistance quand j'ai commencé à habiter seule. Après quelques mois à habiter seule et j'ai eu mon chien un an après en 2018, Lexi. Et du coup, ouais, t'as un compte Instagram où tu racontes un peu tes aventures avec Lexi. Oui, qui s'appelle Super Lexi Andy Chien parce que Lexi m'a été remis gratuitement par l'association Andy Chien, qui est une association qui remet des chiens dans toute la France gratuitement pour les bénéficiaires. Bah du coup, super transition pour ma prochaine question, qui est du coup un peu la base de comment t'as eu Lexi et quel est le processus pour avoir un chien d'assistance. Le processus change selon les associations, mais pour l'association Andy Chien, ça fonctionne partout dans toute la France. Donc il y a une première étape où on remplit un dossier, où on explique un peu notre handicap et en quoi on voudrait que le chien nous aide. Donc voilà, Andy Chien remet différents types de chiens. Il remet des chiens pour le handicap moteur. Je précise qu'il n'y a pas besoin d'être en fauteuil roulant pour avoir un chien d'assistance. Il y a des personnes marchandes qui peuvent avoir un chien d'assistance. Il y a des chiens d'assistance dits d'éveil, plutôt pour les enfants. Il y a des chiens d'assistance pour les personnes autistes. Il y a des chiens d'assistance pour la détection de crises d'épilepsie. Il y a aussi des chiens d'accompagnement social, qui sont des chiens remis à des personnes valides, comme des kinés, des infirmières, pour que le chien travaille en structure. Il y a des chiens aussi, plus récemment, d'accompagnement judiciaire et de soutien à la réussite scolaire. Donc voilà, différents types de chiens que Handy Chien peut remettre. Donc déjà, on monte un premier dossier. Et en fait, là, déjà, Handy Chien va voir si notre demande correspond à un des handicaps où ils peuvent remettre des chiens. Et une fois qu'on a fait que ce premier dossier est passé, donc là déjà il y a un délai de quelques mois le temps que ce dossier soit traité. Et ensuite on a un entretien à domicile qui permet de vraiment cerner la personnalité de la personne qui fait la demande, sa motivation, son quotidien. Voilà, c'est un échange avec un échange. On discute aussi beaucoup de qu'est-ce qu'une journée type, une semaine type pour nous. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Est-ce qu'on sort beaucoup? Est-ce qu'on est plutôt chez nous? Est-ce qu'on se déplace beaucoup en transport en commun, en voiture, etc. Et c'est aussi l'occasion de poser plein de questions sur ce que c'est d'avoir un chien d'assistance. Et suite à ce second entretien, qui est filmé, en tout cas à mon époque, il était filmé, notre dossier passe en commission. Donc là, ils examinent si du coup, ils pensent que un chien d'assistance, dans mon cas, parce que du coup c'était une demande de chien d'assistance, peut aider pour le handicap et si la personne est assez motivée et investie. Et si c'est le cas, notre dossier est mis sur liste d'attente. C'est la partie entre guillemets la plus difficile, enfin, surtout pour moi qui suis pas du tout patiente, parce que là c'est un long moment. Alors moi, à l'époque où j'ai fait la demande, c'était avant le Covid. Le délai d'attente, c'était entre 1 an, 2 ans, et ça pouvait aller jusqu'à 3 ans, surtout pour certains profils, entre guillemets, où il y a besoin de chiens très spécifiques. Et je sais que malheureusement, depuis le Covid,
comme les centres ont fermé un peu comme tout pendant le confinement, les délais ont augmenté. Et du coup, une fois qu'on est sur cette liste d'attente, on a, alors j'ai pas précisé, c'est qu'on dit chien à 4 ou 5 centres en France. Donc selon là où on habite, on est rattaché à un centre. Et donc on est sur la liste d'attente de ce centre. J'ai pas précisé non plus, les chiens sont formés pendant 1 an. Pendant 2 ans, 1 an et demi en famille d'accueil et 6 mois en centre. Et les 6 derniers mois en centre, c'est là où ils apprennent les commandes spécifiques à la tâche qu'ils voudraient faire. Et en fait, c'est quand, à la fin de ces 6 mois en centre, où les éducateurs connaissent le comportement des chiens, s'ils se disent, tel chien là qui va bientôt finir sa formation, il pourrait correspondre à la personne. Ben, en fait, une fois qu'ils ont 2, 3, 4 chiens à nous proposer, on va rencontrer les chiens. Et c'est là, s'il y a un match, le chien nous est attribué et après un stage. Pour que ce soit un peu plus clair, en fait, quand on nous fait rencontrer les chiens, c'est une grande pièce, on nous fait rencontrer le chien. Et l'idée, c'est de voir s'il y a un feeling, en fait, un peu entre nous et le chien, parce que le chien, à ce moment-là, il a déjà 2 ans, il est adulte. Il faut pas oublier aussi que nous, en tant que futurs bénéficiaires, on en rêve de notre chien. On pense beaucoup à ça pendant des mois. Mais le chien, il ne nous attend pas, il ne nous connaît pas. Et donc voilà, c'est pour voir s'il est réactif au ton de notre voix, voilà, si il est pas trop vif, si, enfin voilà, si ça match ou pas. Et si ça match, entre guillemets, là, on a un stage de 15 jours. À l'époque, c'était en présentiel. C'était 15 jours vraiment dans un lieu avec d'autres futurs binômes et des éducateurs. Je sais que pendant le Covid, il me semble qu'ils ont eu du distanciel un peu. Actuellement, je ne sais pas sous quelle forme c'est. En tout cas, voilà, c'était 15 jours où on nous apprend, 15 jours déjà pour faire connaissance avec notre chien, mais aussi on nous apprend à parler entre guillemets au chien, parce que donner des commandes, donc c'est des mots-clés qui vont déclencher des gestes, enfin des tâches chez le chien, c'est un peu toute une technique. Et puis aussi, on nous apprend à nous occuper du chien, aux besoins physiologiques du chien, etc. Et aussi à gérer un chien en public. Parce que la particularité d'un chien d'assistance, contrairement à un chien de compagnie, notre chien va nous accompagner partout pour nous aider. Et donc, c'est génial. Mais en même temps, nous, on est responsable que ça se passe bien dans l'espace public. Et donc, c'est toute une gestion. Et donc, voilà, on a 15 jours de stage. Et à la fin des 15 jours, normalement, si tout va bien, on a un diplôme, on est apte à amener le chien dans l'espace public, on repart avec notre chien chez nous. Mais évidemment, après, s'il y a d'autres difficultés ou d'autres choses, on est toujours en contact avec les éducateurs et voilà. Et de toute façon, l'éducation d'un chien, quand il nous est remis, il est déjà éduqué. Mais après, nous, en tant que bénéficiaires, on doit maintenir cette éducation. Donc voilà, j'allais dire, le stage, c'est une grosse étape parce qu'on découvre tout. Mais après, c'est entre guillemets un travail au quotidien de maintenir l'éducation. Voilà. C'est hyper intéressant. Mais du coup, ouais, j'imagine que c'est hyper long comme process. Il y a aussi une part de hasard dans le sens où si quelques mois après, enfin, évidemment, les dossiers sont traités du plus ancien enfin, par rapport à l'ordre d'arrivée, quoi. Mais si il y a tout d'un coup un chien qui arrive en fin de formation et qui pile le bon profil pour nous, bah, ça peut aller plus vite comme ça. Moi, j'ai eu de la chance entre le moment où j'ai envoyé mon premier dossier en chien et le moment où j'ai débuté le stage, j'ai eu pile 1 an. Donc j'ai pas trop attendu, même si cette année m'a semblé très très longue à l'époque. Et j'ai oublié de préciser aussi, mais pour un du chien, il y a plusieurs races de chiens. Il y a des Labrador Retriever, Golden Retriever, c'est les 2 races principales, mais il y a aussi quelques bergers allemands, quelques épagnols français, il me semble, et quelques caniches royaux, c'est des grands caniches. Et c'est des chiens, comme ils ont des poils frisés, qui perdent pas leurs poils. Donc du coup, il y a moins de problèmes d'allergie. Et aussi, voilà, quand on fait la demande, parce que ça, je pense que c'est important de le dire, on ne choisit pas notre chien par rapport au physique, on choisit vraiment par rapport à un comportement. Par contre, on peut donner des préférences. Voilà, ils peuvent nous demander si idéalement on préfère avoir un labrador ou un golden, ou idéalement si on préfère avoir un chien très vif ou très posé. Moi, je sais que j'ai un handicap où, de par mes difficultés visuelles et mes réflexes qui sont altérés, les mouvements brusques et les bruits brusques me font sursauter. Et donc voilà, moi par exemple, j'avais demandé un chien très calme et très peu de colle, très câlin, mais par exemple,
Voilà, on peut demander des chiens moins tactiles, si je puis dire, voilà. On peut donner des traits de préférence par rapport à nous, ce qui nous semble plus, pertinent, enfin, par rapport à nos souhaits. Voilà, après, c'est pas forcément respecté, mais enfin, voilà, en chien, on tient compte dans la demande, Et oui, c'est vrai qu'on oublie qu'il n'y a pas juste les labradors et les golden qui sont des chiens d'assistance et qu'il y a plusieurs races. C'est vrai que c'est la race à laquelle on pense en premier, mais en fait, il n'y a pas que ça. Et... Pour le handicap moteur, faut un chien qui soit assez grand pour pouvoir atteindre un interrupteur de lumière, etc. Mais à la fois pas trop grand parce qu'il faut l'amener dans des lieux publics. Et à la fois, le bon côté du labrador du golden, c'est que c'est des races qui sont très proches de l'humain, donc qui apprennent assez facilement et qui font pas non plus peur. Donc en termes de lien social, c'est chouette. Comment ça s'est passé avec Lexi? Parce que tu parles du coup de feeling et tout, et c'est normal, enfin, c'est super, ça devrait se passer comme ça tout le temps. Au feeling et pas juste parce qu'un chien est mignon, n'est-ce pas? Mais du coup, comment ça s'est passé ce petit feeling avec Lexi? Genre, pourquoi elle et pas un autre chien? Alors, j'ai testé 3 chiens. Il y en a un qui m'a quasiment complètement ignorée. Donc voilà, déjà, la question ne s'est plus posée pour ce chien-là. Et dans les 2 autres chiens, je m'étais bien entendue avec les 2 chiens. Mais Lexi était plus calme et comme je disais précédemment, moi j'ai du mal avec les mouvements brusques. Voilà, j'étais plus rassurée avec un chien calme et aussi, comme je l'ai dit dans la présentation, je suis étudiante, donc je passe de longues heures à l'université. Et donc voilà, c'était dans mes critères d'avoir un chien qui puisse rester à l'université et qui soit assez calme. Du coup, on est parti sur Alexis. Parce que par exemple, quand je disais les critères, moi, donc j'habite en ville, je vais à l'université, c'est des choses qu'il faut prendre en compte parce qu'en fait, faut que le chien soit bien dans notre quotidien. Et l'idée, c'est pas d'avoir un chien d'assistance, c'est de le laisser chez soi, pardon. Voilà, faut vraiment un chien qui puisse nous accompagner presque partout. Donc c'est pour ça que c'était comme ça avec Lexi. Après, moi, je précise aussi, quand c'est pour un enfant handicapé, c'est le parent qui fait la demande et c'est plus un trio entre le parent, un des parents, l'enfant handicapé et le chien. Moi, je suis, voilà, enfin, je suis adulte et tout, donc c'était vraiment un binôme. Et j'ai aussi de la chance du fait que comme j'habite seule, le lien s'est créé plus rapidement avec Lexi, en fait, que si j'avais habité en couple ou en famille ou voilà. Parce que du coup, mon chien, il a que moi comme référent, même s'il voit plein de personnes au quotidien. Donc ça a créé le lien plus vite. Parce qu'au départ, ce qui peut arriver si le chien arrive dans une famille, c'est qu'au départ, il sait pas forcément qui est son référent en fait. Le chien il peut être proche de tout le monde. L'idée vraiment au départ, et ça on nous le précise bien pendant le stage, c'est que les proches du bénéficiaire de la personne handicapée, au début ne caressent pas trop le chien, etc. Même si c'est dur parce que c'est des chiens très mignons, pour vraiment le lien d'attachement se crée, que le chien se dise mon binôme c'est lui. Et voilà, une fois que le lien est créé, après le chien il peut évidemment avoir plein de câlins et de jeux avec d'autres personnes. Mais au début, parce qu'en fait, le chien, il a sa famille d'accueil quand il est petit comme référent. Après, il a son éducateur. Et après, il a nous, donc faut rechanger, donc faut un petit temps pour que voilà, le chien comprenne son nouvel environnement. Donc du coup, moi, du fait que j'habite seule avec Lexi, le lien s'est créé très vite. Et du coup, tu parlais d'être avec le chien dans l'espace public. Et tu disais que justement c'est dur de pas caresser les chiens parce qu'ils sont très mignons. Mais je sais que ça arrive souvent que justement les gens dans la rue ou quoi comprennent pas que c'est des chiens de travail et des chiens d'assistance et qui veulent quand même les caresser. Du coup, est-ce que ça t'est arrivé des trucs comme ça? Plein de fois, le premier truc que je dirais, c'est que c'est dangereux de caresser un chien d'assistance. Il faut demander avant, enfin pour tous les chiens, mais surtout pour les chiens d'assistance, il faut demander à la personne handicapée, enfin au bénéficiaire, si elle est d'accord. Et si elle dit non, ou que si vous caressez sans demander, c'est vraiment dangereux. Je donne un exemple très bête, mais un chien, généralement un chien d'assistance, ils adorent les gens. Enfin, si un chien, en gros, on le caresse trop dans la rue, il va se dire, dès qu'il y a un passant, une caresse. Ça veut dire que le chien, faut imaginer, il est accroché au fauteuil roulant manuel. S'il tire, parce qu'il a associé que quand il y a un passant, il peut avoir une caresse et qu'il tire vers la personne, il peut renverser un fauteuil roulant manuel. Si moi, un autre exemple, je fais tomber ma carte bleue dans la rue et que le chien il est en train d'être caressé, bah, il va pas me ramasser ma carte bleue parce qu'il pourra pas se concentrer.
Si c'est quelqu'un qui me vole ma carte bleue, c'est gênant. Voilà, enfin, c'est vraiment dangereux. Faut se dire aussi que le chien d'assistance, c'est pas parce que quand vous croisez un chien avec une câble à la rue, à cet instant T, le bénéficiaire vous dit non pour le caresser, ça veut pas dire qu'il est jamais caressé. Il a plein d'autres moments où il a moins besoin d'être concentré. Il peut avoir plein d'interactions. Il faut se dire aussi que déconcentrer un chien d'assistance, ce qui inclut le caresser, le fixer du regard, l'appeler, lui proposer de la nourriture, surtout ne jamais proposer de la nourriture, ça dérange le chien parce que ça lui demande encore plus d'efforts de concentration. Donc c'est pas agréable pour lui et c'est vraiment pas agréable pour la personne handicapée. On a déjà beaucoup de contraintes au quotidien. C'est cool de pas nous rajouter celle-ci. C'était un rappel important à faire. Vraiment, ne faites pas ça. Et est-ce que tu as eu des difficultés pour rentrer dans des espaces ou dans un bus ou quoi? Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà pas voulu que tu montes avec ton chien? Oui, malheureusement, ça arrive. Alors, j'ai pas précisé aussi que quand on a le chien handi-chien, on a avec le chien une carte d'identité du chien qui certifie que c'est un chien d'assistance, une association reconnue par l'État avec un rappel de la loi dessus sur l'accès des chiens d'assistance. Donc, quand ça se passe pas super bien, bon, déjà, généralement, les gens qui refusent l'accès, certains déjà ne connaissent pas, en fait, pensent qu'au chien guide. Donc, comme je suis en fauteuil roulant électrique, ils m'associent pas au chien guide, ce qui est logique, ce qui est pas un chien guide. Et du coup, ils ne savent pas que ça existe. Généralement, quand on explique que c'est un chien d'assistance, qu'il est éduqué comme, enfin, entre guillemets, comme un chien guide, le sens, il est éduqué pour aider les lieux, il va pas tout détruire et tout. Ça va, parfois, faut montrer la carte. Parfois, c'est un peu plus compliqué. Ça dépend beaucoup de l'interlocuteur en face, en fait. Ouais, mais oui, malheureusement, j'ai lu et vu beaucoup de témoignages de personnes qui disaient que ça leur arrivait. C'est encore trop fréquent. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment Lexi t'aide au quotidien dans ta vie de tous les jours? Alors déjà, je voudrais commencer par le fait que quand j'ai fait ma demande de chien d'assistance, j'ai fait ma demande parce que j'avais envie d'avoir un chien d'assistance et que je pensais qu'elle m'aiderait et qu'on est là 5 ans plus tard et que elle m'aide beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. Donc voilà, c'est absolument formidable. La principale aide, enfin il y a plusieurs aspects, mais un des aspects les majeurs, c'est vraiment le côté ce qu'on appelle aide technique. Donc c'est tout ce que le chien il va faire. Donc soit pour compenser quelque chose que je ne sais pas faire, soit pour faire un truc que je sais faire mais qui va faire ou plus rapidement que moi, ou pour m'économiser de l'énergie en fait. Voilà, parce que enfin t'en parles beaucoup dans ton podcast. Une des difficultés avec le handicap, la paralysie cérébrale ou d'autres, c'est la fatigue chronique, la fatigabilité et donc toute l'énergie que mon chien me fait faire économiser, c'est top. Donc du coup, en aide technique, il y a le rapport d'objets. Donc le rapport d'objets, c'est ramasser des objets au sol que je fais tomber. Et c'est ramasser, enfin apporter des objets spécifiques que le chien connaît. Donc par exemple, Lexi, c'est m'apporter mes chaussures, c'est m'apporter mon casque. Voilà, peut prendre une bouteille d'eau dans un frigo. Donc voilà, il y a des objets que je lui ai appris à reconnaître. Il y a aussi l'aide au déshabillage, enlever les chaussettes, enlever un pull, tirer sur un pantalon. Il y a tout ce qui est ouverture et fermeture des portes et des tiroirs. Pour ouvrir une porte, soit il y a une corde, elle tire la corde, ce qui fait déclencher la poignée, soit elle se met debout avec ses pattes avant, elle déclenche la poignée. Et pour fermer une porte, soit elle pousse la porte avec son museau, soit il y a une corde qui accroche à la poignée, elle tire la corde jusqu'à claquer la porte. Donc après, il y a tout ce qui est ouverture, fermeture de placards et de tiroirs. Donc là encore, ou avec son museau ou avec une corde, si on a fait installer des cordes. Il y a tout ce qui est allumé, enfin appuyé sur des boutons. Donc c'est souvent les lumières, mais ça peut être aussi les boutons d'ascenseur. L'exemple très pratique que je donne souvent, c'est par exemple pour me coucher. Quand on galère à bouger, c'est mieux de se coucher avec la lumière dans la pièce. Mais voilà, une fois qu'on est couché, on peut plus atteindre l'interrupteur. Bah voilà, là justement, c'est typiquement le genre de moment où je peux demander à Alexis, une fois que je suis couchée, d'aller éteindre la lumière. Il y a aussi une autre commande très importante qui est aboyer sur commande. Donc Alexis peut aboyer sur commande soit avec un mot, soit avec un geste de la main si jamais je peux pas parler. Donc ça c'est top aussi, ça permet d'aboyer soit si je tombe,
Moi, ce qui est le plus fréquent au quotidien quand je me déplace en fauteuil roulant électrique, c'est que je bloque le fauteuil de la rue quelque part, de préférence derrière une poubelle où on ne me voit pas. Et comme la paralysie cérébrale, ça impacte tous les muscles, ça impacte aussi les muscles de l'élocution, donc du coup, je parle pas fort. Et donc du coup, si je bloque mon fauteuil à la rue, on ne m'entend pas pour appeler à l'aide. Donc souvent, là, je la fais aboyer. Il y a aussi, je suis en train de réfléchir pour avoir la liste la plus exhaustive de choses. Il y a aussi tout ce qui est maintien de position, pardon, donc tout, elle sait s'asseoir, se coucher, rester à un endroit. Elle sait aussi faire ses besoins sur commande. C'est très important pour pouvoir l'emmener dans des lieux publics. Si par exemple je vais au cinéma, voilà, je lui demande de faire ses besoins avant d'arriver au cinéma pour pas avoir besoin de sortir pendant le film. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour d'une grosse partie des commandes. Donc ça, c'est pour l'aide technique qui est vraiment la majeure partie de son travail. Et après, il y a le côté aide, enfin favoriser le lien en fait social, parce que du coup, quand on a un chien, c'est un chien tout mignon, et donc voilà, quand on arrive quelque part où le premier contact peut être difficile avec le handicap, parce que le fauteuil, a fortiori le fauteuil électrique, peut faire peur. Et du coup, bah, le fait qu'un chien, les gens viennent me parler du chien et puis en fait, ils viennent me parler, en fait, ils ont moins peur du handicap. Donc ça, c'est très chouette. Après, il y a aussi le côté, ce que j'appelle les contraintes positives. Donc moi, avec le handicap, je vis avec la fatigue chronique et la douleur chronique. Le fait de devoir sortir un chien, ça aide parfois à structurer le quotidien quand on a eu très mal et qu'on a passé une nuit blanche. De devoir se dire le matin, on sort le chien et que le chien est tout content de sortir, c'est chouette. Après, il y a aussi ce que j'appelle mon coach sportif canin. Alors du coup, avec la paralysie cérébrale, il y a de la rééducation, généralement depuis les premiers mois ou les premières années de vie. Et voilà, quand on est adulte et qu'on a fait de la rééducation pendant plus de 20 ans, c'est un peu lassant. Parfois, c'est compliqué de se motiver à faire de la rééducation. Donc du coup, Lexi, c'est vraiment un truc chouette parce que je peux l'intégrer à mes séances de kiné. Voilà, je peux, par exemple, j'ai un truc lancer la balle et voilà, elle va me la chercher. Ça l'amuse beaucoup. Si je fais du renforcement musculaire, elle va aller chercher mes poids au début de la séance et me les ramener. Par exemple, donc moi, je peux encore un peu marcher, mais c'est pas une marche que j'utilise au quotidien pour me déplacer. C'est plus comme un exercice de sport pour moi. Au même titre il y a des personnes qui courent. Moi, je marche, voilà, pour maintenir un peu mes muscles. Et par exemple, je peux emmener Lexi à la plage. C'est un endroit où mon fauteuil roulant électrique ne roule pas. Et donc, par exemple, bah, quand on est à la plage, Lexi, elle adore, elle joue avec d'autres chiens et voilà. Et moi, ça me fait marcher un peu et c'est beaucoup plus motivant. Donc voilà, donc ça, c'est un aspect très chouette. Et le dernier aspect où Lexi m'aide, alors elle n'a pas été formée pour, mais c'est quand même une grosse aide pour moi, c'est que du coup, comme je le disais au départ, comme mon handicap, c'est des lésions cérébrales et que ça impacte mes capacités neurovisuelles, j'ai des difficultés à m'orienter dans l'espace. Et du coup, ça peut être parfois compliqué. Enfin, les trajets en extérieur, ils peuvent être compliqués parce que soit je me perds, soit quand il y a beaucoup de bruit et beaucoup de stimulation visuelle, c'est très fatigant parce que mon cerveau filtre pas forcément bien les trucs, donc ça me demande beaucoup d'efforts, enfin d'attention. Et donc du coup, c'est vrai que quand je suis dehors avec mon chien et qu'il y a trop de bruit, je peux me dire ok, je me focus sur mon chien, voilà, ça passe et on attend et c'est chouette. Et l'autre truc du coup, c'est que les chiens de manière générale ont un très bon sens d'orientation dans l'espace, beaucoup mieux que le mien. Et du coup, sur les trajets connus, donc les trajets connus, c'est entre chez moi et l'université, entre chez moi et les parcs, ou même chez des amis où je suis juste allée une ou deux fois. Si je me trompe d'itinéraire, Alexis peut m'indiquer le bon itinéraire, en fait, va s'arrêter et va tirer dans la direction où je suis censée aller. Donc voilà, c'est très très chouette. Et le dernier aspect, c'est vraiment le dernier pour le coup, où encore une fois, elle est pas formée là-dessus, mais c'est l'aspect sécurité, donc par les aboiements, mais aussi quand je me déplace, surtout le soir. Je suis une femme, en plus je suis en fauteuil, clairement je me sens plus vulnérable.
Et le fait d'avoir un chien, oui, ça apporte une sécurité. Et moi, j'ai souvenir une fois d'un moment où une personne a voulu me voler mon sac qui était accroché au fauteuil et Lexi a juste tourné la tête vers la personne et la personne a reposé le sac, quoi. Alors, elle aurait pas du tout été agressive, mais c'est dissuasif et voilà, pour moi, c'est un aspect sécurisant supplémentaire. Ouais, c'est trop bien. C'est plein d'aspects auxquels on pense pas au premier abord. Et... En plus, c'est incroyable qu'elle ait pas été formée pour t'aider dans les repérages dans l'espace et tout, et qu'au final, elle t'aide aussi pour ça, quoi. C'est trop bien. Après, il y a certains trajets comme chez le veto, elle va pas m'indiquer l'itinéraire, mais la majorité des trucs, oui, c'est vraiment top. Mais oui, parce que, enfin, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, mais moi aussi j'ai une paralysie cérébrale et moi aussi j'ai un sens de l'orientation tout pourri et même avec un GPS, je me perds, même avec Google Maps, je me perds. Donc, Je comprends. donc j'imagine bien l'aide que Lexi doit t'apporter là-dessus. Et si je peux rajouter un élément que j'ai oublié de dire, un des trucs marquants, c'est pas tant par rapport à l'aide qu'elle m'apporte, mais par rapport à la perception. Donc moi, du coup, j'ai une paralysie cérébrale de naissance. Je suis passée de la poussette au fauteuil roulant manuel et du fauteuil roulant manuel au fauteuil roulant électrique. J'ai jamais réellement marché, donc pour moi, le fauteuil, c'est tout ce que je connais. Et enfin, je suis vraiment OK avec mon fauteuil, c'est un magnifique outil d'autonomie et tout. J'ai tendance à pas trop faire gaffe au regard des gens. Mais là, quand je suis rentrée de stage, je me rappelle, quand on est en stage, pendant les 15 jours de stage, on fait des sorties en extérieur, dans des magasins et tout, mais là, c'est un peu spécifique parce qu'on est à plusieurs binômes, donc plusieurs personnes handicapées avec leurs chiens. Donc voilà, là, forcément, on attire les regards. Mais la première fois que je suis sortie dans la rue, après le stage, quand j'étais de retour chez moi, je sais même plus ce que j'étais allée faire, mais c'était une petite sortie de 10 minutes. Et je suis rentrée et j'ai dit à des proches, mais je comprends pas ce qui se passe aujourd'hui. Les gens, ils font pas la gueule comme d'habitude, ils me sourient. Ils changent plus de trottoir. Et en fait, sur le coup, j'ai pas compris tout de suite. En fait, j'ai compris qu'en fait, ça faisait plus de 20 ans que les gens, dès qu'ils me voyaient, ils me tiraient une tête pas possible parce que le fauteuil, il changeait de trottoir et il stressait et tout. Et que là, en fait, parce qu'il y a le chien, les gens sont vachement plus souriants et même si on parle pas de leur manière de me regarder, voilà. Donc c'est vachement agréable. Je dis pas non. C'est incroyable le pouvoir de la mignonnerie des chiens, comment ça déstresse les gens. Ouais, mais moi la première, hein, moi quand je vois des chiens dans la rue, je suis genre oh, ça illumine ma journée et tout, c'est incroyable. Mais du coup c'est trop bien, c'est plein d'aspects auxquels on pense pas et tout, ça donne envie d'avoir un chien d'assistance en fait. Là en t'écoutant. Mais du coup, je me dois de parler de mon chat à ce moment-là parce que du coup t'as parlé de comment Lexi t'aide et ça m'a fait aussi un peu penser à comment mon chat m'aide au quotidien, même si ce n'est pas un chat d'assistance, c'est juste un chat que j'ai adopté à la SPA il y a 1 an, mais vraiment elle m'aide beaucoup beaucoup au quotidien et faut que j'en parle. Et les mauvaises langues diront que j'ai fait cet épisode juste pour parler de mon chat et elles n'auront pas tort. Du coup mon chat c'est une petite minette qui a 11 ans maintenant, qui avait 10 ans quand je l'ai adoptée. Elle s'appelle Cybelle, mais je l'appelle jamais Cybelle parce que je suis beaucoup trop gaga de mon chat et que je l'appelle jamais par son nom. Et du coup, en fait, je suis allée à la SPA un petit peu les mains dans les poches. Enfin, je savais que je voulais adopter un chat, mais j'avais juste réfléchi à où j'allais mettre la litière et où j'allais mettre les croquettes, quoi. Je m'étais dit que j'allais galérer en fait à trouver un chat qui ait pas peur du fauteuil parce que souvent les chats ils ont peur parce que c'est gros et que ça fait du bruit. Parce que moi aussi j'ai un fauteuil électrique du coup et ouais ils ont souvent peur et je me disais en fait je vais galérer à trouver un chat qui ait pas peur du fauteuil. Et donc bah je suis arrivée un peu voilà à la SPA les mains dans les poches et j'arrive à la SPA et je rentre dans vraiment la toute première pièce parce que les chats ils sont donc plusieurs dans différentes pièces et j'arrive dans la toute première pièce et ça faisait genre 10 secondes, 20 secondes que j'étais là, que genre je la vois arriver, elle vient vers moi et elle veut genre monter sur mes genoux et elle se dresse sur ses pattes arrière pour monter sur mes genoux et j'étais genre waouh, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'avais pas compris que en fait elle a une patte qui est atrophiée et du coup elle boite un petit peu et du coup des fois elle a un peu du mal à monter sur les trucs et du coup c'est pour ça qu'elle se dressait sur ses pattes arrière pour me dire genre hey, je veux monter sur tes genoux mais j'y arrive pas, genre un peu d'aide s'il te plaît quoi. Bon, c'est trop mignon. Mais oui vraiment c'est trop mimes.
Et du coup, elle est montée sur mes genoux en 3 minutes, quoi. Enfin, et elle ronronnait sur mes genoux au bout de 5 minutes. Enfin, voilà, genre, c'était un coup de foudre absolu que j'avais absolument pas prévu. Et du coup, ben, je suis rentrée chez moi et j'ai dû acheter tout ce qu'il fallait acheter pour le chat, quoi. En plus, la SPA, ils m'ont un peu fait peur parce qu'ils m'ont dit, je pense, pour être sûr que je l'adopte, ils m'ont dit, non, mais elle est très mignonne, elle va partir très vite, donc si vous la voulez, il faut pas tarder et tout. Du coup, j'ai dû faire un chèque de caution pour qu'ils gardent le chat au moins une semaine, le temps que j'ai le temps d'acheter. Ah oui, t'as dû t'organiser en vitesse. Ouais, voilà. Mais c'est vraiment, ça s'est fait en 10 jours le truc, quoi. J'ai rencontré le chat une première fois et 10 jours plus tard, je l'ai ramené chez moi. Et du coup, je l'ai ramené. Malheureusement, entre-temps, elle avait attrapé le coryza à la SPA. Du coup, le coryza, c'est un peu le rhume des chats. Vraiment, c'est comme un rhume. Enfin, en tout cas, pour elle, il y a plusieurs symptômes. Mais pour elle, c'est surtout beaucoup d'éternuements. Et genre, elle est encombrée. Souvent, elle tousse. Elle a du mal à respirer. Enfin, c'est des choses un peu comme ça. Et du coup, à la SPA, il m'avait dit, oui, non, mais vous inquiétez pas, ça va passer tout seul, tout ça. Et en fait, non, c'est absolument pas passé tout seul. Et c'est devenu complètement chronique. Et maintenant, voilà, elle vit avec ça au quotidien. Donc, c'est un chat handicapé et malade chronique. Donc, elle a tout à fait sa place dans ce podcast. Et vraiment, en fait, pour dire à quel point elle m'aide au quotidien, enfin, en fait, c'est incroyable. Je savais, en fait, que ça allait être une présence. Mais un peu comme toi avec Lexi, vraiment, je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point. Déjà, c'est hyper basique et je pense que beaucoup de personnes qui ont des chats le savent, mais au niveau de l'anxiété et de comment la ronron thérapie, comment le ronronnement des chats, ça joue sur l'anxiété, c'est tellement incroyable. Enfin, juste sur le moral en général, en fait. Et puis, même sur ce que tu disais un peu sur le fait d'avoir un rythme. Genre, maintenant, le matin, je me lève et je vais donner à manger à mon chat, quoi. Et c'est vraiment une routine que j'ai mis en place avec elle et c'est un rythme que j'avais pas avant. Parce que en plus d'avoir une paralysie cérébrale, j'ai aussi un trouble de l'attention et du coup, les personnes qui ont un TDAH sauront que garder un rythme, c'est très compliqué. Et avec elle, ouais, pour le coup, ça m'a vraiment donné un rythme qui est un peu plus stable, même si ça part un peu toujours dans tous les sens. Mais en tout cas, ouais, ça donne une routine que j'avais pas avant. Ça, plus le fait que, ben, en fait, je suis très souvent chez moi, surtout en ce moment parce que j'ai plus de... Enfin, en fait, la batterie de mon fauteuil ne tient plus. Ça, c'est horrible. Ouais, c'est vraiment trop chiant. La batterie de mon fauteuil tient genre 3 km. Du coup, je suis très très limitée dans mes déplacements et du coup, je reste souvent chez moi. Et du coup, je suis assez isolée. Et maintenant que je parle d'elle, elle va gratter dans sa caisse, bien sûr. Évidemment. Non, mais là, genre, c'est rigolo parce que tout à l'heure, t'as commencé à parler, puis elle s'est réveillée, genre, elle était pleine d'énergie. Je suis désolée de te dire que de mon côté, Lexi fait la sieste et elle a l'oreille qui pend hors de son panier, elle ronfle. Elle est pas très intéressée par notre sujet de discussion, mais bon. Non, mais c'est pas grave. Vaut mieux du silence plutôt qu'un chat qui fait du bruit, n'est-ce pas, Madame Sibelle? Non, mais du coup, je sais plus ce que je disais. Tu parlais du fait que ce soit une présence et que tu avais des problèmes de fauteuil et c'est là qu'on voit que nous, avec le handicap, le confinement, c'était pas que pendant le Covid. On connaissait toute notre vie entre les problèmes de fauteuil et les problèmes d'accessibilité. C'est clair, c'est clair. Ouais, et du coup, en ce moment, c'est quand même assez dur mentalement, quoi. Vraiment, je pense que si j'avais pas ce podcast pour m'occuper et si j'avais pas mon chat pour me adoucir mes journées, vraiment, ça serait vraiment compliqué. Du coup, c'est vraiment une présence. Je pense que les personnes handicapées qui sont isolées au quotidien et qui ont des animaux, je pense que c'est vraiment quelque chose que des personnes valides peuvent pas comprendre, c'est à quel point ça change la vie d'avoir un animal chez soi, quoi. Et je me permets de rebondir parce que tu parles d'animaux de compagnie. J'en ai pas parlé parce que moi j'ai que Lexi dans mon quotidien, mais c'est totalement possible d'avoir des animaux de compagnie, chiens, chats, autres, et de faire une demande de chien d'assistance en plus. C'est pas du tout incompatible. On peut avoir un chien d'assistance, un chien de compagnie. Par contre, il faut le mentionner parce que par exemple moi, mon golden a gardé quelques instincts de chasse.
Donc voilà, si j'avais eu des rongeurs de compagnie, ça aurait pas vraiment été compatible. Mais s'il y a d'autres chiens, etc., ils font en sorte d'attribuer des animaux qui sont compatibles. Et dans ce cas-là, il faut rencontrer le possible chien d'assistance avec le chien de la maison. Donc voilà, c'est pas une contre-indication. Ok, non mais c'est bien de le préciser. Par rapport aux commandes, j'ai oublié de le dire parce que c'est pas vraiment en termes d'aide à proprement parler par rapport au handicap, mais c'est quand même important. Surtout comme moi, qu'on est assez limité dans mes mouvements. Enfin, moi, c'est un truc qui m'inquiétait avant que je fasse la demande de comment pouvoir gérer un chien, en fait, au quotidien, parce que je suis restreinte dans ma force des bras, dans ma capacité à me baisser, à bouger le dos, etc. Et en fait, le chien, il est autonome dans le sens où il est capable de, justement, j'y pensais parce que je parlais de ton chat, de monter sur mes genoux pour que je lui mette son harnais, de passer la tête dans sa cape ou dans son collier, de rapporter sa laisse quand elle est par terre. Il s'assoit avant de manger pour pas sauter sur la personne qui tient la gamelle, si c'est moi, voilà, pour pas me bousculer. Donc voilà, le chien sait faire plein de choses qui fait que on peut gérer un chien avec un handicap important. Et aussi, les chiens sont des chiens cool, donc s'il y a besoin des auxiliaires de vie fassent des gestes et des soins, bah voilà, le chien, il sait aussi se laisser manipuler. Et je l'ai pas précisé, mais ça me semble important. Le chien nous est remis à nous, personnes handicapées, gratuitement, alors que sa formation coûte 15 000 € en tout. Peut-être même plus maintenant, ça a dû augmenter. Par contre, les frais du quotidien, donc les jouets, la nourriture et les frais vétérinaires sont à notre charge. Voilà, faut y penser avant. Après, on peut avoir une aide de la MDPH, donc une PCH, aide animalière spécifique, de 50 € par mois pour la nourriture. Voilà. Je savais même pas que ça existait, mais j'imagine que comme tout avec la MDPH, ça prend aussi des plombs pour avoir cette aide. Oui, oui, il faut pas être pressé. Après, je sais que pour les handichiens, ils donnent, avec le diplôme de certificat ils attribuent cette PCH, donc PCH, c'est prestation de compensation du handicap, si je dis pas de bêtises. Ils la donnent sans difficulté, si ce n'est les délais. Et je sais qu'il y a d'autres associations aussi, où c'est des associations, mais je sais plus le statut de l'association qu'il faut pour que ça déclenche aussi cette aide MDPH. Parce que j'y pense, en termes de frais du chien, on a le droit d'accéder partout avec notre chien. Donc je pense par exemple au train ou à l'hôtel sans facturation supplémentaire. Là où un chien de compagnie, on facturait en supplément, les chiens d'assistance, c'est illégal de facturer en supplément. C'est important de le savoir. Ouais, c'est clair, c'est important de le dire. Du coup, voilà, j'ai assez parlé de mon chat, je crois. D'ailleurs, là, elle réclame de l'attention, vraiment, et elle veut monter sur la table. Mais non, chaton, tu ne feras pas ça. Elle a trop d'énergie aujourd'hui. Calmez-vous, madame, vous avez 11 ans, pas... D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais pas adopter de chaton. Enfin, je m'étais pas trop préparée à ce que ce soit aussi rapide d'adopter un chat, mais je savais déjà que je voulais pas adopter un chaton parce que les chatons, c'est beaucoup trop d'énergie et que ça aurait été trop pour moi à gérer. Et je m'étais dit, mais imagine, t'enregistres le podcast et le chaton, il fait tomber un truc par terre, enfin, genre, du bruit et tout. Enfin, non, non, non. Du coup, je suis très bien avec mon vieux chat malade chronique, voilà. On a vraiment un niveau d'énergie qui est assez similaire au final, et du coup, on est bien calé là-dessus, quoi. Mais du coup, est-ce que j'avais un truc à dire encore par rapport... Si, je voulais parler d'un truc, mais plus par rapport, pas tellement par rapport à mon chat, mais par rapport aux animaux en général, notamment dans les refuges, parce que moi je sais que du coup, Cybèle, elle était en SOS à la SPA, et quand les animaux ont un SOS à côté de leur fiche de présentation, ça veut dire que ils ont un handicap ou une maladie. Et encore une fois, Cybèle, elle boite juste légèrement parce qu'elle a une patte qui est un peu atrophiée, mais genre ça la gêne absolument pas au quotidien. Elle vit sa vie de chat et voilà quoi. Enfin, elle a juste un petit handicap à peine visible qui va sûrement se détériorer en vieillissant, mais pour l'instant, elle vit très bien comme ça. Mais juste pour ça, elle était en SOS et on sait que les animaux qui sont malades ou handicapés dans les refuges, c'est souvent les animaux qui sont le moins adoptés, n'est-ce pas? Parce que les gens, ils sont souvent pas prêts à adopter des animaux malades et ils veulent pas et machin. J'ai juste envie de dire,
arrêtez de mettre votre validisme sur les animaux, en fait. Arrêtez de déverser ça sur les animaux parce que, en fait, si vous n'êtes pas prêt à adopter un chat et si vous n'êtes pas prêt, ou un animal, n'importe lequel, à ce que votre animal tombe malade, bah, en fait, n'adoptez pas d'animal, en fait, parce que ça peut arriver n'importe quand, à n'importe quel moment. C'est une responsabilité et il faut s'attendre au fait que votre chat ou votre chien ou peu importe peut tomber malade. Et voilà, petit rappel que adopter un animal, ce n'est pas un truc qu'on fait sur un coup de tête. C'est un truc qui doit être réfléchi et qu'on n'adopte pas des animaux juste parce qu'ils sont mignons. Arrêtez d'offrir des animaux à Noël là sans demander l'avis de la personne avant. Il y a des tas d'animaux qui sont abandonnés en refuge parce que les gens réfléchissent pas avant. Et les refuges, ils sont débordés. Du coup, les animaux, ils attrapent des maladies et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un chat malade chronique. Réfléchissez avant d'adopter des animaux, quoi, vraiment. C'est pas des jouets, c'est des êtres vivants et voilà. Je me permets de rebondir par rapport à ce que tu dis par rapport au choix d'adoption. Alors, quand c'est un handicap, c'est pas une adoption d'un sens classique. Néanmoins, moi, je dis toujours qu'un chien d'assistance, avant d'être un chien d'assistance, c'est un chien. Un chien d'assistance, même aussi parfaitement éduqué soit-il et aussi formidable et génial, on a avant tout les contraintes d'un chien dans un quotidien. Donc, si on ne peut pas, ne veut pas, on n'a pas l'énergie d'avoir les contraintes d'un chien, il ne faut pas avoir de chien d'assistance parce que un chien d'assistance, c'est faut le sortir régulièrement pour ses besoins. Faut l'emmener chez le véto, il peut tomber malade, même enfin des petites maladies, des otites, des trucs, enfin, voilà, enfin, c'est des contraintes. Tous les chiens, d'autant plus les chiens d'assistance qui sont concentrés une grosse partie de la journée, il leur faut des moments, ce qu'on appelle la détente entre guillemets, donc c'est des moments où le chien est en liberté, où il peut aller courir, sauter, nager, jouer avec d'autres chiens, ils ont besoin de voir des congénères. Donc ça prend du temps, c'est en moyenne 3 détentes par semaine. Parfois, on a eu une journée où le chien était extrêmement concentré, on a fait, je sais pas, des heures de train dans la journée, il y aura des détentes en plus. Voilà, après parfois, le chien, et, voilà, on fait une détente en moins, mais enfin, c'est plusieurs détentes par semaine. Le chien, c'est des contraintes. C'est pas un robot, il y aura des moments où il a pas envie de, il aura pas envie de faire telle commande, entre guillemets, voilà. Il y a certaines textures, ils aiment moins. Pour ramasser certains objets, il faut les faire retravailler ça. Et aussi, si par exemple, quand on fait sa demande de chien d'assistance, qu'on est sur liste d'attente et qu'il y a un événement qui se passe dans nos vies, on déménage, on change de région, on a un enfant ou je sais pas quoi, ou le handicap évolue, on peut recontacter Handichien et mettre à jour notre demande quand nos besoins évoluent. Merci pour tous ces... Vraiment, c'est hyper... je savais que c'était calé sur le sujet, mais là, c'est vraiment hyper complet. Est-ce que tu veux qu'on parle de la retraite du chien? Bah, pourquoi pas? Oui, c'est vrai, c'est un sujet aussi, clairement. C'est pas mon sujet préféré, mais c'est important. Pour d'autres associations, c'est différent. Mais chez Handy Chien, le chien nous est remis vers 2 ans. Donc voilà, un chien adulte vers 18 mois, donc il est déjà adulte. Il est déjà complètement éduqué, c'est-à-dire qu'il connaît les commandes, voilà, il est apte à aller dans les lieux publics dès qu'on l'a. Après, la mise à la retraite, ça dépend des chiens, parce que c'est comme chez les humains, il y en a qui ont une santé plus fragile que d'autres. C'est vers entre 8 et 10 ans généralement. Il y a plusieurs possibilités de mise à la retraite. Il faut savoir que quand le chien est mis à la retraite, il perd ses droits d'accès au lieu public. En fait, il devient un chien de compagnie. Donc, soit il reste chez la personne handicapée, mais il n'aide plus, il ne fait plus de commandes et c'est un chien de compagnie. Soit il passe sa retraite chez un proche de la personne handicapée. Par exemple, si la personne handicapée peut pas gérer un chien qui ne peut plus marcher ou très difficilement, mais voilà, qu'une personne de sa famille est disponible pour avoir un chien, ça permet que la personne handicapée reste en contact avec son chien. Et si la personne handicapée ne peut pas le garder, qu'il y a personne dans son entourage qui a envie d'avoir un chien, le chien est proposé à la famille d'accueil, enfin à sa famille d'accueil quand il était petit. Et si la famille d'accueil ne peut pas, ne veut pas, n'est pas disponible, il y a des familles qui contactent Handy Chien pour avoir des chiens à la retraite. Et j'ai oublié un point très très important, j'aurais dû commencer par ça. Mais l'épisode n'est pas fini, donc c'est bon. Enfin, si on a des chiens d'assistance, c'est grâce à un travail bénévole des familles d'accueil, notamment de la famille d'accueil de Lexi, que je remercie encore une fois. Pour les familles d'accueil, la séparation est dure. En tant que bénéficiaire, nous, on se doit de maintenir un contact avec la famille d'accueil. On n'habite pas forcément dans la même ville, mais on donne des nouvelles.
Et donc voilà, la famille d'accueil n'a pas du jour au lendemain plus de nouvelles du chien. Ça me semble important de le dire pour ceux qui voudraient être famille d'accueil peut-être. Ça, c'est la mise à la retraite. Et après, on peut refaire une demande de chien d'assistance ou pas. Et on peut avoir un chien actif d'assistance et un chien à la retraite chez soi. C'est possible. Merci beaucoup d'avoir parlé de tout ça, vraiment c'est top, c'est hyper complet et ça donne plein d'infos auxquelles on pense pas quand on pense aux chiens d'assistance. Du coup, mon avant-dernière question, avant qu'on arrive à la question recommandation culturelle, est-ce que tu aurais des conseils du coup pour les personnes qui pensent avoir un chien d'assistance un jour? Déjà, le choix de l'association. Donc moi, j'ai fait le choix de l'association Only Chien parce que c'est une association qui remet un chien déjà éduqué. Mais en fait, on n'est pas propriétaire du chien chez Only Chien. On est le gardien du chien, mais pas son propriétaire légal. Only Chien reste son propriétaire légal. Il y a d'autres associations très rapidement qui fonctionnent différemment, où c'est le bénéficiaire, la personne handicapée, qui achète son propre chien de la race qu'elle souhaite et qui, avec un éducateur, va éduquer son chien à l'assistance et après va passer un certificat qu'elle aura ou pas, si le chien est apte ou pas à devenir chien d'assistance, sachant que si le chien n'est pas habilité, elle aura son chien de compagnie. Voilà. Donc déjà de réfléchir à l'association qu'on souhaite contacter, se demander aussi si on est OK pour faire un choix de la durée, parce qu'un chien d'assistance, on l'a plusieurs années, une dizaine d'années. Du coup, l'espérance de vie d'un Golden Labrador, c'est 10-12 ans. Donc, c'est un choix de la durée. Et puis, de bien réfléchir aussi à son mode de vie, en fait, et entre guillemets, aux contraintes qu'on va imposer au chien, dans le sens, est-ce qu'on se déplace avec telle ou telle technique? Est-ce qu'on prend plus la voiture? Est-ce qu'on bouge beaucoup, etc., pour avoir le chien d'assistance le plus adapté en termes de caractère? Donc voilà, et puis de se souvenir que c'est pas un robot, et c'est ça qui fait aussi que l'aventure avec un chien d'assistance, c'est aussi top. Par exemple, Lexi a plein de choses qu'elle a pris l'habitude de faire dans mon quotidien qu'on lui a pas appris. Par exemple, quand elle me voit mettre mes attelles au pied le matin, elle m'apporte direct les chaussures sans que je lui demande, ou voilà, elle a pris l'habitude dans les lieux publics de repérer mes amis pour moi que j'ai du mal à visualiser quand il y a beaucoup de monde. Voilà, elle tire vers mes amis pour que je les repère. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'elle anticipe et ça, c'est absolument génial. Et voilà, sinon, quoi dire, à part que c'est une formidable aventure et que ça permet aussi de rencontrer plein de gens formidables que je salue ici, des bénévoles, d'autres bénéficiaires, et que c'est très très chouette. C'est une super aventure humaine et canine. Et là, je parlais tout à l'heure du fait que je voulais adopter un chat adulte et pas un chaton parce que je voulais un chat qui soit tranquille. Mais là, elle vient carrément de monter sur la table et de marcher sur mon ordi pour aller de l'autre côté du canapé. Genre, tu pouvais pas, genre, juste passer du bon côté directement, il fallait que tu passes sur l'ordi. C'était plus drôle de passer sur l'ordinateur. Bah, bien sûr, non mais... Et vraiment, j'ai eu peur que le micro, il tombe par terre et tout. Non mais vraiment, c'est incroyable parce que genre, c'est quand même, ça fait 1 an que je l'ai. J'ai fait quand même plusieurs enregistrements avec elle et c'est la première fois où elle est autant agitée. Mais parce que celui-là, c'est son épisode de podcast à parler d'elle. C'est ça, genre, vraiment, ah là là, des chats. Bref. Et ben du coup, merci d'avoir donné tous ces conseils et toutes ces infos et tout. C'est vraiment hyper intéressant. Pour le coup, je m'étais jamais trop... Enfin, si en vrai, parce que j'aimerais beaucoup avoir un chien un jour, parce que j'adore les chiens aussi. Quand les gens ils demandent ouais, t'es plutôt chien ou plutôt chat? Les deux. Vraiment les deux. Mais c'est vrai que... Enfin, je sais pas si j'aurais l'énergie de sortir un chien tous les jours et tout. Mais comme je vois comment en fait elle t'aide vachement et comme elle te fait gagner de l'énergie, ou en tout cas ne pas en perdre. On gagne des cuillères. Ouais, voilà, c'est ça. Je me dis peut-être. Mais bon, je me dis déjà, pour l'instant, je suis avec le chat. On verra, on verra plus tard quand le chat sera plus là. Je veux pas avoir 2 animaux en même temps. Déjà, un, c'est quand même beaucoup de responsabilités et tout, donc deux, ça serait un petit peu trop pour moi. Mais en tout cas, ouais, ça fait bien réfléchir là-dessus et ça donne bien envie. Voilà. Pour ceux qui
plus d'informations sur Andy Chien, ils ont un site internet très complet avec plein d'informations que j'ai probablement oublié de dire. Donc n'hésitez pas, voilà. Du coup, on va passer à la dernière question, qui est la question recommandation culturelle. Du coup, est-ce que tu aurais des recos en lien avec soit le handicap ou les animaux ou les deux, enfin, peu importe. Par rapport à Andy Chien, il y a Margot, mais j'ai plus son nom de famille, qui a un chien qui s'appelle Jimba, qui a écrit plusieurs romans sur comment son Andy Chien l'aide. Donc voilà, je donnerai les titres, je te transmettrai les titres après dont j'ai plus en tête. Qui a aussi une page Instagram avec son chien, voilà. Elle a écrit 3 romans de mémoire qui sont chouettes. Donc elle a un SED, donc un syndrome d'Ehlers-Danlos, et elle a un fauteuil roulant manuel. Et elle a aussi un Golden, voilà, Team Golden. Et l'autre livre que je recommanderais par rapport au handicap et au validisme, dont tu parles souvent dans ton podcast, c'est le livre très récent de Charlotte Puisieux, si je prononce bien son nom, qui est de chair et de fer, et qui explique l'impact du validisme dans notre quotidien de personnes handicapées moteurs et à quel point ça impacte tous les aspects de la vie et aussi à quel point c'est une construction sociale. Donc la très bonne nouvelle, c'est que ça peut se déconstruire. C'est clair. Et c'est bien pour ça aussi que j'ai créé ce podcast et que j'espère que les personnes qui nous écoutent comprendront que le vrai problème, c'est pas le handicap, mais c'est surtout le validisme. C'est pas le fait d'être handicapé, c'est vraiment toutes les barrières qu'on nous met, tous les bâtons qu'on nous met dans les roues, sans mauvais jeu de mots, pour l'accès enfin ouais, à tout quoi. Du coup, oui, merci pour ces recos. Moi aussi, je recommande. C'est vrai que jusqu'à maintenant, je l'ai pas mis dans les recos, mais le livre de Charlotte Puiseux est très bien. Il est assez simple à lire. Il est pas très long, donc allez-y, foncez. Et il m'a un peu fait penser dans un autre style, mais au livre de Elisa Rojas, Mister T et moi, que j'avais recommandé aussi dans le premier épisode. Où pareil, en fait, Charlotte Puiseux, elle parle beaucoup de son expérience à elle, de comment elle a grandi avec son handicap, tout ça, en tant que femme. Et j'ai pas précisé, mais Charlotte Puisieux, donc du coup elle a une formation de psychologue, elle est en photoroulant électrique, elle a une SMA et elle est docteur en philosophie si je me trompe pas, voilà. Donc c'est chouette d'avoir quelqu'un de concerné pour écrire sur nous. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, petite info comme ça, Charlotte Puiseux, ça a été ma psy pendant quelques mois. Et elle m'a beaucoup aidée à me sortir d'une dépression et d'un burn-out que j'avais fait suite au podcast. Parce que, encore une fois, je l'ai redit dans l'épisode précédent, mais ce podcast, c'est beaucoup de boulot et ça m'a fait faire un burn-out. Et Charlotte Puiseux m'a aidée à sortir de ça. Donc, voilà. Merci, Charlotte. Je sais pas si elle écoutera cet épisode, mais si jamais. Et ben du coup, merci pour ces petites recos. Bah de rien, merci pour ton podcast. Et moi, attends, moi j'en ai encore quelques-unes qui sont très chouettes d'ailleurs et que franchement, je sais pas comment enfin si je sais comment je trouve toutes ces recos, mais des fois moi-même je m'impressionne comment j'arrive toujours à chaque épisode à trouver des trucs. Voilà, c'était un petit lancer de fleurs à moi-même parce que vraiment c'est du taf aussi. Du coup, j'ai deux recos, dont une BD qui s'appelle Goupil ou Face, qui est une BD qui a été écrite par Lou Luby. Et en fait, c'est une BD autobiographique autour du trouble bipolaire. Et du coup, c'est l'autrice qui raconte un peu son diagnostic, surtout son errance de diagnostic et comment elle a été diagnostiquée. Et le lien avec les animaux, en fait, c'est parce que le trouble bipolaire est représenté par un renard et comment elle cohabite au quotidien avec le renard, comment elle arrive à apprivoiser le renard, tout ça, etc. Et c'est vraiment hyper bien fait, hyper éducatif et pédagogique pour les personnes qui veulent en savoir plus sur ce trouble. Je recommande aussi pour les personnes qui viennent d'être diagnostiquées et qui, je pense, elle est vraiment hyper utile, cette BD. À la fin, il y a plein de références de sites internet, enfin de plein de choses pour aider les personnes bipolaires.
Et vraiment, c'est hyper utile et hyper pédagogique et très mignon. Enfin, les dessins sont très mignons. Goupil ou face par Loulubi. Et j'avais une dernière reco qui est une série, parce que je ne m'arrêterai jamais de parler de séries. En fait, j'avais dit que j'arrêtais d'en recommander, mais en fait, je n'y arrive pas. C'est une série qui est pour le coup très mignonne et qui, je trouve, est très en accord avec cet épisode, qui s'appelle, déjà, rien que le titre, il est trop mignon. C'est une série qui s'appelle Un ami aux petits soins. Ça met en scène un jeune garçon, du coup c'est une série américaine. C'est un jeune garçon qui a une phobie sociale / phobie scolaire, en gros qui a été scolarisé à la maison et qui fait sa rentrée en 6e dans un collège normal. Et du coup, pour l'aider avec son anxiété et tout ça, ses parents décident d'adopter un chien comme support émotionnel en fait. Et du coup, il va en cours avec ce chien et il se fait des amis grâce à ce chien. Du coup, ça raconte un peu son quotidien. Et c'est très mignon, c'est drôle, enfin c'est vraiment pas prise de tête quoi, c'est vraiment mignon. Et en même temps, ça montre bien comment l'anxiété, ça peut faire partir ton cerveau très très loin. Et enfin, ça montre bien comment la phobie sociale, ça peut affecter le quotidien tout en restant dans un truc un peu mignon avec des acteurs très cool et tout. Et d'ailleurs, il y a une actrice en fauteuil qui est une jeune actrice handicapée du coup qui s'appelle Sophie Kim. Et du coup, il devient ami avec cette fille-là et du coup, ça parle aussi du coup des problématiques d'accessibilité. Par exemple, il l'invite à jouer aux jeux vidéo, sauf que l'entrée de sa maison n'est pas accessible et du coup son père construit une rampe pour qu'elle puisse rentrer dans la maison. Ce genre de choses. Du coup voilà, ça parle de plein de sujets et c'est mignon et drôle et donc un ami aux petits soins. C'est vraiment une mini-série qui fait genre 8 épisodes et qui est disponible sur Netflix. Juste, du coup, j'ai cherché en même temps et la page de Margot et Jimba qui s'appelle Jimba, un golden Andy chien. Le nom de Margot, c'est Margot Lenormand. Voilà, elle a écrit plusieurs livres sur l'aventure Andy chien et le financement du livre permet d'acheter des shows pour Andy chien. Donc c'est doublement chouette. N'hésitez pas à foncer. Merci Manon pour tout cet échange et toutes ces infos. C'était vraiment super chouette. On peut s'arrêter là, sauf si tu as encore quelque chose à rajouter, mais j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour. Non, à part dire merci à tous les bénévoles handicapés et tout particulièrement la famille d'accueil de Lexi, son éducatrice et sa déléguée. Voilà, je pense que ce sera le mot de la fin. Encore une fois, merci beaucoup. Et du coup, nous, on se retrouve le mois prochain. Et là, pour le coup, ça sera un épisode un peu bilan parce que j'arrive au bout de tous les sujets que je voulais aborder. J'ai un petit peu fait le tour. Et du coup, j'ai envie de faire un peu un bilan avec des anciens invités pour savoir quels souvenirs ils gardent de l'enregistrement du podcast et tout ça. Et du coup, pour parler de un peu l'avenir du podcast, parce que les enregistrements à distance, je vais arrêter en fait, parce que je commence à en avoir vraiment marre. Mais ça ne veut pas dire que si moi j'arrête d'enregistrer, ça veut pas dire que le podcast s'arrête. Mais du coup, ce sera un nouveau format. Et du coup, voilà, je parlerai un peu de tout ça dans le prochain épisode qui sortira au mois de mai.